Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mon avis budgétaire sur le programme 144, Environnement et prospective de la politique de défense, de la mission Défense du projet de loi de finances pour 2021. Comme vous le savez, celui-ci a pour rôle de préparer l'avenir, de soutenir l'effort d'innovation de la France et de contribuer au développement de la base industrielle et technologique de défense. Renseigner sur l'environnement présent et futur, préparer les systèmes d'armes de demain et les protections face aux armes adverses, identifier les mutations géostratégiques, contribuer au maintien d'une recherche et d'une industrie de défense au meilleur niveau, former des ingénieurs, tels sont les objectifs poursuivis par ce programme. Pour la troisième année consécutive et en conformité totale avec la programmation inscrite dans la loi de programmation militaire 2019-2025, les crédits du programme 144 sont en augmentation dans le projet de loi de finances pour 2020, ce dont, bien sûr, je me félicite. Eu égard aux objectifs précités assignés au programme 144 et à la survenance de la crise de la Covid-19 en 2020, j'ai choisi de consacrer la partie thématique de mon rapport au thème de la prospective stratégique. Face aux accusations d'impréparation des pouvoirs publics et de manque d'anticipation, j'ai estimé qu'il était indispensable de dresser un état des lieux de la prospective, d'évaluer la qualité des travaux produits dans ce domaine et de formuler des préconisations pour les améliorer. J'ai également souhaité, dans une moindre mesure, consacrer une partie de mon rapport aux études amont qui constituent le cœur du programme 144 sur le plan budgétaire. Commençons par les enjeux proprement budgétaires du programme 144. Comme je le disais en introduction, les crédits du programme augmentent de manière substantielle dans le projet de loi de finances. Le budget de programme voit ses crédits augmenter d'environ 1,3 milliard d'euros en autorisations d'engagement et de 137 millions d'euros en crédits de paiement, soit une hausse respective de 76% et de 9%, le portant à environ 3,1 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 1,7 milliard d'euros en crédits de paiement. Fort heureusement, la crise de la Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le programme 144, si ce n'est dans une relative mesure pour l'ONERA et pour l'école polytechnique dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Le programme 144 comprend 3 actions. L'action 7, prospective de défense. L'action 3, recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France, qui rassemble les crédits de la DGSE et de la DRSD. Et l'action 8, relations internationales et diplomatie de défense, dont la DGRIS est en charge. Commençons par les crédits de l'action 7, prospective de défense. Dotée de 1,5 milliard d'euros en autorisation d'engagement et de 1,2 milliard d'euros en crédit de paiement, cette action enregistre la plus forte revalorisation des crédits de l'ensemble du programme, après celle au profit de la DGSE. Une hausse dont la plus grande part revient sans surprise aux études amont. Au sujet de cette action, je souhaiterais plus particulièrement attirer votre attention sur la situation financière de l'école polytechnique et de l'ONERA. Dans son rapport public annuel 2020, la Cour des comptes a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion de l'école polytechnique, en estimant que cette dernière n'est, je cite, pas à la hauteur des ambitions de l'école. La Cour des comptes s'interroge également sur l'opportunité de la création de l'Institut polytechnique de Paris et les implications coûteuses du choix de quitter le pôle scientifique et technologique Paris-Saclay. Un plan de redressement financier est néanmoins en cours d'élaboration suite à ce rapport. Je prêterai une attention particulière à l'évolution de la situation financière de l'école et de l'Institut polytechnique de Paris au cours de l'année 2020. Par ailleurs, l'ONERA, outre les difficultés de recrutement et de fidélisation des ressources humaines auxquelles il est toujours confronté, mérite également de faire l'objet d'une attention particulière. Si son activité contractuelle est en hausse depuis 2017, celle-ci a été ralentie en 2020 par la crise de la Covid-19. À titre personnel, je plaide pour qu'une solution soit rapidement trouvée à sa situation et compte sur la pleine considération de ces difficultés dans le futur COP 2022-2026 qui doit succéder à l'actuel, qui s'achève l'année prochaine. L'action 3, recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France, qui regroupe les crédits de la DGSE et de la DRSD, enregistre une très forte hausse de 290% en autorisation d'engagement par rapport à l'an dernier, soit 1,5 milliard d'euros, et de 11,4% en crédit de paiement, soit 406 millions d'euros. La DGSE en est la grande bénéficiaire et lui permettra de poursuivre ses actions en conformité avec sa stratégie définie dans la loi de programmation militaire, ce dont je me félicite. Enfin, l'action 8, relations internationales et diplomatie de défense, voit également ses ressources augmenter par rapport à l'an dernier. Elle s'élève à 40,3 millions d'euros en autorisation d'engagement
et à 40,7 millions d'euros en crédits de paiement, soit des hausses respectives de 1 et 1,7% par rapport à l'an dernier. J'en viens désormais au thème de la prospective. Afin de vous présenter les conclusions de mes travaux, je souhaiterais vous apporter une précision d'ordre méthodologique. J'ai délibérément choisi de circonscrire l'acception de la notion de prospective en me concentrant sur la prospective dans les domaines géostratégiques et géopolitiques. Je n'ai donc pas étudié la prospective sous l'angle technologique ou capacitaire. La première conclusion de mon travail a trait à l'opportunité, ou non, pour les services de l'État de publier des études de prospective. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, en France, à part quelques études produites par des think tanks ou par des instituts comme l'IRSEM, en collaboration ou non avec les services de l'État, et dans une certaine mesure la première partie de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017, aucune étude publique de prospective n'est éditée, à l'exception notable du rapport Choc Futur que vous avez reçu très certainement du SGDSN en 2017, et qui se proposait d'ailleurs d'évaluer l'impact des transformations et ruptures technologiques sur l'environnement stratégique et de sécurité de la France. Or, tout en ayant conscience des difficultés liées à la publication de travaux de prospective, ceux-ci pouvant être ipso facto lus par des compétiteurs qui disposeront alors d'avantages tactiques, je pense qu'un équilibre pourrait être trouvé entre, d'une part, la contrainte de la publicité qui réduit inévitablement la profondeur, l'exhaustivité et la complétude des analyses prospectives, et d'autre part, la nécessité de publier des études scientifiques sur les risques auxquels l'État, et en particulier le ministère des Armées, peut être confronté à l'avenir afin d'enrichir le débat public. La deuxième conclusion a trait au rapport du ministère des Armées aux méthodes innovantes en matière de prospective. La question des biais cognitifs revêt une importance capitale en matière de prospective de défense. Ceux-ci sont de deux ordres, la tendance à analyser les événements sous un angle de plus en plus pessimiste, et d'autre part, l'absence d'estimation des probabilités de survenance des risques évoqués. Afin de remédier à ces biais, des méthodes innovantes en matière de prospective ont été inventées, avec des résultats plus ou moins probants, mais qui méritent d'être davantage explorés. Si les algorithmes prédictifs doivent faire l'objet d'un examen prudent, les marchés prédictifs et l'intelligence collective d'une part, et les techniques d'investigation source ouverte d'autre part, sont autant de techniques qui devraient être étudiées avec plus d'attention par les services du ministère des Armées. Ma troisième conclusion a trait à la capacité des centres de recherche français à mener des travaux de prospective. Les chercheurs français font l'objet d'un soutien important par la DGRIS, en particulier via le club Phoenix, dont les résultats semblent prometteurs à ce stade, afin d'aider ces derniers à s'insérer sur le marché du travail notamment. Mais ces efforts d'accompagnement gagneraient à être amplifiés. Par ailleurs, les procédures de passation des études prospectives et stratégiques de la DGRI sont particulièrement lourdes. Une simplification plus accrue de ces procédures devrait être, de mon point de vue, recherchée. Ma quatrième conclusion a trait au rapprochement nécessaire des services ministériels et de nos centres de recherche avec les acteurs européens de la prospective. Les centres de recherche français devraient s'inspirer de leurs méthodes de travail, souvent bien plus ouvertes aux méthodes innovantes, et dans la mesure du possible, mutualiser les méthodes, les moyens et les expériences avec les centres de recherche et les services étatiques des autres États membres. Enfin, c'est là ma dernière conclusion sur la prospective, la question cardinale qui demeure in fine en suspens est celle des difficultés relatives à la prise en compte de tous les risques dans la politique de défense. J'ai pleinement conscience du caractère difficile de l'exercice, mais de mon point de vue, l'erreur n'a pas tellement été la sous-estimation du risque pandémique, qui a été clairement identifié dans la revue stratégique de sécurité et de défense de 2017, mais la sous-estimation des risques qui ne sont pas déjà advenus. Ainsi, de ce point de vue, pour le futur, je pense qu'il est indispensable de ne pas se focaliser exclusivement sur les risques pandémiques à cause de la crise de la Covid, au détriment des autres risques ou d'autres menaces, et notamment de la menace cyber. Par ailleurs, afin d'aider les décideurs, et tout en étant conscient de la difficulté de l'exercice, j'estime que les risques évoqués dans les divers travaux de prospective devraient être à minima hiérarchisés, à défaut de pouvoir être quantifiés, et assortis de solutions de politique publique concrètes pour y remédier, afin d'aider à la prise de décision. Enfin, il me semble indispensable que les prévisions incluses dans les travaux de prospective soient soumises à des stress tests et fassent l'objet d'un examen régulier a posteriori pour vérifier leur survenance ou non, et le cas échéant, les corriger. Ces risques devraient également se traduire par la menée d'exercices d'entraînement à l'échelle interministérielle et avec la participation de tous les acteurs publics et privés susceptibles d'être impactés par les dits risques. Pour conclure, j'en reviens désormais à mon point d'attention sur les études amont. La progression constante des crédits de paiement d'études amont jusqu'au montant cible d'1 milliard d'euros
en 2022 ainsi que le prévoit la LPM est respecté, ce dont je me félicite. Ceci s'élève à 1,2 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 901 millions d'euros en crédit de paiement. Je salue le doublement du fonds DEFINVEST et la création du fonds DEFINOV. Je formule quelques préconisations pour améliorer la cohérence et la lisibilité de la répartition des études amont dans mon rapport, mais j'aimerais attirer votre attention sur un impératif, l'intégration des critères environnementaux dans l'élaboration des systèmes d'armes dans le cadre des études amont, tout en ayant conscience des difficultés relatives à la prise en compte de ces critères. Voilà, mes chers collègues, le bilan des travaux que j'ai menés au titre de ma mission de rapporteur pour avis sur les crédits du programme 144, sur lesquels j'émets, Madame la Présidente, un avis favorable. Je suis maintenant disposé à répondre à vos questions.